Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par Vino Virtuel et Vignasia. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. Le principe était de vous présenter les dernières tendances du marché, des marchés asiatiques, alors dans leur ensemble. L'idée est de donner des éléments de cadrage, mais aussi réserver du temps pour des questions que vous auriez. Nous allons faire essentiellement un focus sur deux marchés que sont la Chine et Corée du Sud, mais nous ferons également des apartés sur les autres marchés. Voilà. Nous prévoyons 45 minutes pour ce webinaire et nous pourrons peut-être pousser jusqu'à 1 heure s'il y a des questions. Voilà. Eh bien, commençons. Je vais vous partager mon écran. Et donc, je vais vous donner donc ces quelques précisions. Alors, partage. Voilà. Donc, quelle perspective pour les vins français en 2023 sur cette zone? Donc, tout d'abord, un focus économique sur la Chine et la Corée. Bon, inutile de vous dire que la Chine, évidemment, un pays majeur, puisqu'il s'agit de la deuxième économie mondiale. Un marché qui a souffert notamment ces derniers temps comparé à l'explosion économique que nous avons pu connaître, puisque les taux de croissance ont été différents de ceux qu'on a pu connaître par le passé, notamment un ralentissement qui a été opéré du fait du Covid, mais un rebond qui a eu lieu dès 2021. Et pour redescendre à nouveau aujourd'hui à des taux de 4%. Donc évidemment, on n'est pas trop habitué à cela, mais donc les prévisions sont plutôt à la hausse de manière contigue sur ce marché qui est énorme, avec une population de 1,4 milliard d'habitants, un PIB de 31 000 $, et un taux de chômage qui reste relativement faible à 4,1%. Donc, ce marché, on le connaît, c'est évidemment cette zone et ce pays est un pays très exportateur parce qu'il est d'abord exportateur de produits industriels, mais aussi pour 60% et 20% de biens de consommation. Donc, c'est surtout ça qui pousse l'économie chinoise. Et donc, c'est vrai qu'un des enjeux de cette zone, c'est de créer de la consommation intérieure en développant les services. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le propre. Les enjeux de cette zone, de ce pays, pardon, c'est surtout la partie environnementale qui est un vrai sujet. La vieillissement de la population et aussi, comme je le disais, donc, le renforcement de la consommation intérieure, ça c'est vraiment un des sujets d'ailleurs qui a fait l'objet d'un plan pour 2030. Voilà. Alors, si on fait le focus sur la Corée, donc c'est un plus petit pays, donc avec une population de 51 millions d'habitants, dixième économie mondiale, et qui aujourd'hui a donc assez fortement développé, avec notamment un taux de croissance qui était de 4% il y a encore 2 ans, qui s'est un petit peu réduit il y a en 2022. Bon, tout ça c'est lié notamment un peu aux baisses des exportations, mais c'est un pays qui fonctionne avec des économies, avec des entreprises relativement fortes, notamment sur les semi-conducteurs, sur aussi tout ce qui est le naval, et donc et l'électronique de précision. On a aussi des entreprises comme LG, comme Samsung, pour pas le citer, qui aussi contribuent à ce développement. Et donc, on est sur une économie qui continue de se développer, est tout à fait intéressante. Le taux de chômage reste réduit, il est également autour de 4%.
Et donc, on est sur une tendance plutôt positive. Alors, on pourrait vous parler de l'ensemble des marchés. Bon, c'est pas trop l'objet, hein, c'est juste pour donner des éléments de cadrage. Je pourrais également évidemment évoquer le Japon qui est plutôt sur une économie qui a souffert du Covid, où on est sur des croissances autour de 1% et qui reste stable depuis 3-4 ans. Donc, le principe, c'est plutôt de vous parler de la zone et faire un focus sur le vin. Et donc, pour cela, je vais laisser la parole à Min et Alex. Et là, je vous laisse parler. Voilà. Mignon, tu démarres? Tu commences ou pas? Bon, Je démarre si tu veux. Bonjour à très tous, bien. Alexandre Souzy. Juste pour me présenter rapidement, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis basé en Chine. J'ai un parcours d'études de viticulture, œnologie et j'ai fait, comme Fabrice Moge, le master de l'OIV. C'est comme ça que j'ai atterri en janvier 2013, où j'ai rejoint Carrefour en centrale d'achat, où je m'occupais de la partie achat direct. Voilà, je suis resté dans le groupe Carrefour pendant 6 ans et demi en tout. Je m'occupe aussi en deuxième job d'un poste export sur la zone Asie, notamment Chine-Corée. Ça tombe bien, c'est les marchés dont on va parler aujourd'hui. J'occupe depuis 3 ans maintenant un poste pour une entreprise chilienne, Vinamaola. Et donc voilà, je vais essayer de vous donner un petit peu mes observations, peut-être aussi quelques suggestions aussi, pour pouvoir pénétrer ce marché qui est de plus en plus important. Voilà, l'Asie en général et la Chine en particulier. Généralement, on peut considérer que l'Asie, on peut la couper en 4 zones pour simplifier. 3 marchés principaux, la Chine, le Japon, la Corée, et les pays un petit peu plus diversifiés d'Asie du Sud-Est, avec notamment Singapour, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. Donc, globalement, chaque marché est segmenté avec des besoins et avec une manière d'importer et de distribuer de manière différente. Les tendances sont un petit peu variables en fonction de l'état de maturité du marché. Le Japon, qui est un marché justement mature, travaille traditionnellement avec des fournisseurs, donc des vignerons de longue date. La Corée du Sud est un marché qui a pas mal bougé, il y a eu pas mal de variations et énormément de progression. Mignon va pouvoir revenir dessus tout à l'heure. La Chine continentale, avec justement des péripéties qui se sont passées pendant le Covid, suite au Covid, et dont on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et donc, les besoins sont un petit peu en train de changer. Donc, la cartographie se complexifie au fur et à mesure du temps, ainsi que pour l'Asie du Sud-Est. Très bien. Mignon, tu veux peut-être te présenter puis faire un focus Corée? Oui, une petite présentation à moi, plus ouais, quelques commentaires plus avant de passer à la page suivante. Déjà, je suis Mignon, CEO de YBM. On est organisateur de la foire du vin en Asie. Donc déjà, moi-même, la nationalité coréenne, que voilà, on a aussi des activités, de petits salons en Corée qui se passe plutôt pas mal. Et que là, normalement, je suis basé un peu partout en Asie, mais alors que je suis resté un peu plus longtemps en Corée depuis le début du Covid. Ouais, bon. Donc là, on a aussi un petit salon à Taïwan cette année aussi, et on va aller au Japon à nouveau aussi l'année prochaine. Là, voilà, donc on va reparler de ça. Mais bon, la Corée, c'est un marché très intéressant parce que j'imagine que vous avez tout regardé les chiffres d'importation du vin en Corée du Sud et qu'une augmentation de plus de double en 12 ans, pendant Covid surtout. Bien sûr que ça reste un peu stable cette année, bon, l'année dernière, cette année, plutôt l'année prochaine. Mais ce qui ne change pas, c'est que on est bien d'accord que c'est un marché intéressant et aussi que le pays il a un bon potentiel même dans le futur. Et je continue ou... bah oui. Voilà. Ben, Ah oui, on va faire un rapide panorama d'accord. de certains voilà, de ces marchés. Ben, Alex, tu veux peut-être parler de la Oui, Chine?
Voilà, donc disons que voilà, sur les marchés, donc là, l'Asie du Sud-Est, on l'a traduite hein, pour donner, on va dire, un pays, donc la Thaïlande, hein, où on va dire le tourisme a tendance à repartir massivement. Et donc le marché a été un petit peu difficile en période Covid et ça va quand même beaucoup mieux depuis l'année dernière parce que le débit se fait vraiment grâce à la population étrangère non thaïlandaise qui est de passage. Le Japon, globalement, c'est un marché qui est assez difficile de rentrer, ou en tout cas, ça met du temps, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer les opérateurs. Souvent, il faut être un peu mature, un peu grisonnant pour pouvoir être crédible aussi par tradition. Nous, on fait un focus vraiment sur la Chine et la Corée du Sud. Pour la Chine, en tout cas, on a eu une année, vraiment en 2020, où le Covid a été plutôt maîtrisé rapidement, à partir de mars 2020. Le pays s'en sortait plutôt bien. En 2021, ça a été compliqué parce que le Covid est un petit peu revenu en cours d'année. L'année 2022, qui a été une année qui a été très difficile. Les statistiques import sur les dernières années ont quand même été assez tendues. Mais on va revenir plus tard aussi sur la situation avec les vins australiens. Ça donnait aussi l'occasion à d'autres pays de récupérer une part plus importante d'un gâteau qui devenait un petit peu plus petit. Donc là, récemment, ce qu'on ressent depuis vraiment le début de l'année, c'est un dynamisme et un enthousiasme de la part des opérateurs qui étaient vraiment réservés l'année dernière. Donc, on le voit dans les expéditions, le début de l'année est reparti de manière assez dynamique. Les salons sont visités aussi par pas mal d'opérateurs. Alors, ce sont des salons qui sont plutôt locaux, hein, notamment avec la Tangjuhui à Chengdu, d'autres salons. D'ailleurs, je suis en partance pour Canton dans 3 heures. Il y a le salon Interone qui démarre demain. Donc, on peut parler d'un marché qui s'est redynamisé depuis la communication du gouvernement, qui a fait vraiment un step back, hein, qui a arrêté de faire un contrôle massif depuis vraiment les derniers jours de novembre de l'année dernière, début décembre. Donc, on a eu une embellie. Maintenant, ça se calme un petit peu, mais ce qui est normal, hein, c'est vraiment lorsqu'on rentre en période estivale, ça se calme un petit peu. Et ensuite, je pense qu'on va avoir aussi de belles perspectives export, donc import pour la Chine, sur la fin de l'été pour préparer justement le nouvel an chinois. Donc vraiment, on est sur un marché qui se restructure un petit peu avec l'entrée de gamme, le vrai entrée de gamme type VCE, Générico pour les vins chinois que je représente par exemple, qui disparaissent. Donc le marché n'est plus à la recherche de vins les moins chers. Il recherche aussi des vins qui sont attractifs, mais le rapport qualité-prix devient intéressant. Alors, le rapport qualité-prix, qu'est-ce qu'on met aussi derrière ce terme-là? En termes de qualité, ce sont des vins pas forcément équilibrés sur le fruit, mais disons qui ont des caractéristiques différenciantes, notamment le boisage. La Chine adore le boisé, même sur les vins, justement, entre l'entrée et le milieu de gamme. Voilà. Donc, on est vraiment sur un marché qui est en train de continuer sa légère premiumisation. D'accord, très bien. Sur la Corée? Oui, oui. Donc, voilà, merci pour tes commentaires, Alex, sur la Chine. La Corée, c'est un peu différent parce que pendant que la Chine souffre un peu pendant le Covid, et alors que la Corée, au début, justement, début 2020, surtout l'année 2020, c'est difficile. Par contre, depuis 2021, 2022, si vous regardez les chiffres, quand même, une vraiment belle augmentation de vins importés. Et alors que la tendance intéressante, c'était que la nouvelle génération, les jeunes, en fait, commençaient à découvrir les résistances du vin, alors que dans le passé, les Coréens, surtout les jeunes, ouais, ils buvaient majoritairement du soju, c'est l'alcool traditionnel en Corée, ou la bière, ou autre chose. Mais là, c'est le vin, en fait, qui domine quand même le marché parmi tous les alcools. Donc, c'est un bon signe déjà. Ouais, bon, même si en fait cette année, ça baisse un peu, ça ne change pas que les chiffres ont été bien augmentés ces dernières années. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que la notoriété d'AOC représente un peu moins qu'avant. Donc, avant, ce sont plutôt les sommeliers, un peu
les professionnels du vin, en fait, qui ont de connaissances du vin, majoritairement. Par contre, là, aujourd'hui, sont les gens, un peu le public, les jeunes, qui ont aussi de la connaissance de base, et alors qui voient, en fait, déjà, qui voient plutôt la qualité par rapport au prix, plus que AOC. Donc, si vraiment un vigneron avec une belle qualité du vin, avec un bon prix, mais alors que ça se vend très, très bien, par exemple. Et pour les petits pays, pour les autres pays, pas autant que Corée, mais je vois que déjà, par exemple, Taïwan, Hong Kong, même le Japon, hein, ça fait pas longtemps qu'ils ont officiellement ouvert la frontière. Donc, la Corée, ouais, c'est un peu plus longtemps. On a plus de quarantaine déjà à partir d'aujourd'hui. Mais là, Taïwan, depuis octobre dernier, Hong Kong a aussi pareil, Japon, un peu plus ou moins. Donc là, je pense que ça leur prend un peu du temps pour étaler un peu, mais je sais que ça va venir quand même. Donc, il y a du bon potentiel en Asie aujourd'hui, en Voilà. général. Ça va un peu conforter ce que vous dites. Voilà, et en fait, ce qu'on voulait aussi finir voilà, sur la slide précédente, c'est que vraiment, on fait un focus, une orientation Chine-Corée, parce que généralement, c'est deux pays qui sont assez faciles d'accès et dont, on va dire, les premières opportunités d'affaires peuvent se déclencher plus rapidement que sur d'autres marchés, notamment le Japon, qui est beaucoup plus traditionnel à ce niveau-là. C'est moi, comme je dis, hein, ça arrive à des stagiaires qui arrivaient en Chine, de vendre leur premier conteneur sans maîtriser la langue, sans forcément maîtriser quoi que ce soit, parce que tout simplement, par la motivation, tout simplement par l'abondance d'offres, arriver à obtenir des commandes rapidement. Alors, je ne suis pas sûr qu'un professionnel expérimenté puisse faire de même dans le même laps de temps de 6 mois sur un marché comme le Japon. Donc, par rapport à cette slide, donc, au niveau des tendances, globalement, ça va mieux que l'année dernière, bien sûr. En tout cas pour la Chine, on peut obtenir des visas. On peut renouveler parfois son visa de travail, etc., son visa, pardon, pour voyage d'affaires, mais ça demande justement de se déplacer en ambassade ou au consulat, de faire les fameuses fingerprints. Je connais pas mal de monde qui souhaitaient venir, des Français, donc pour la Tangjiahui de Chengdu au mois d'avril. Ils ne l'ont pas fait parce que c'était contraignant. Voilà, ils avaient vraiment envie parce que ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas pu revenir en Chine parce qu'il n'y avait plus de visa et de travail et de déplacement. Et puis, il fallait faire des quarantaines, justement, pouvant aller jusqu'à 3 semaines selon les périodes. Donc maintenant, les visas commencent un petit peu à se redélivrer, mais il y a encore des contraintes. Ce n'est pas aussi facile, justement, qu'en 2019. En termes de marché d'opérateurs, c'est en train un petit peu de varier parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui naissent ou des petits acteurs qui avaient un petit peu importé pré-Covid et qui se mettent à importer un petit peu plus. Donc, on peut obtenir, hein, c'est mon cas aujourd'hui, des nouveaux clients parce que justement, l'optimisme fait qu'ils libèrent des cash flows, ils commencent à importer, et aussi d'autres opérateurs qui ont morflé. Ça, il faut le dire aussi. L'année dernière, c'était très difficile, notamment des importateurs de taille moyenne qui avaient des structures un petit peu lourdes et qui ont dû vraiment réduire leur structure ou parfois qui sont amenés à disparaître. Globalement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un phénomène de premiumisation qui se fait, c'est-à-dire qu'en tout cas, je pars toujours au nom de la Chine, il y a un milieu de gamme qui est vraiment en train de se développer. Donc, on n'est plus sur, comme à l'époque, il y a 10 ans, où c'était le Château Lafite et le VCE espagnol. Donc là, il y a vraiment, on va dire, un milieu de gamme, des vins qui sont dans les 2 € et quelques à 6 € qui se développent sur le marché. Et je pense qu'en partie, Bordeaux a aidé avec les crus bourgeois. Voilà, les crus bourgeois dans les 4-5 € ont pu justement asseoir ce cœur du marché. Globalement, en termes de consommation aussi, on va en revenir tout à l'heure. Il faut penser aussi voilà, comment le produit est consommé, comment le produit est détruit. Finalement, il y a pas mal
de consommateurs qui n'étaient pas consommateurs ou qui étaient des consommateurs justement exclusivement extérieurs qui se sont mis à consommer à domicile. Ça, Mignon, je pense qu'il va pouvoir revenir dessus parce qu'il y a vraiment eu un phénomène de homing pendant le Covid où les gens achetaient, notamment en grande distribution, des vins pour les consommer justement à domicile. Voilà, donc globalement en termes de distribution, toujours pour la Chine, les acteurs traditionnels de distribution repartent, visitent des salons, ont des intentions de commande et recommandent à des importateurs. Et donc, en réaction, les importateurs sont optimistes et redéclenchent justement des commandes et sont à la recherche aussi de nouveaux fournisseurs pour s'adapter à ce marché qui est en refonte, si on peut dire ça. Voilà. Le THR aussi qui se renforce, enfin, le retour évidemment naturel des clients dans les bars et restaurants. Comment? C'est un retour également en force du CHR, puisque Ah oui, tout à fait. Oui, alors oui, en étant basé à Shanghai et même par rapport à d'autres villes que je visite en ce moment, oui, les gens qui tout simplement étaient contraints de faire des tests Covid, comme dans des villes comme Shenzhen, c'était tous les 24 heures pour pouvoir rentrer, que ce soit dans un restaurant ou bien dans tout simplement pour aller travailler, ils ont souffert, les gens ont souffert justement l'année dernière, donc on est vraiment sur une embellie du marché, les rues grouillent de monde, les restaurants sont relativement pleins. Alors le pouvoir d'achat peut-être était un petit peu impacté, ça c'est vrai, mais l'intention est là, c'est-à-dire que les gens ressortent, les gens reconsomment. Juste, il y a quelqu'un qui lève la main. Ok. Bonjour à tous, bonjour Alex, Mignon et Fabrice, bonjour à tout le monde. Petite question sur l'état du niveau des stocks en Chine par rapport au secteur des vins particulièrement. Comment ça se passe aujourd'hui? Effectivement, pendant ces 3 dernières années, on le sait, hein, il y a eu énormément d'importateurs qui ont dû stocker parce que voilà, Covid et la consommation a chuté. Là, forcément, ça repart progressivement. On sent qu'il y a une embellie effectivement de la part des importateurs et distributeurs chinois. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la tenue des stocks en Chine aujourd'hui chez les importateurs traditionnels? Est-ce que ça va dans le bon sens ou ça va prendre un peu de temps à liquider, je dirais, tous les anciens stocks que la plupart des opérateurs avaient? Alors bonjour Jean-Charles qui vient nous interrompre pendant notre présentation, qui nous pose des questions par rapport à des sujets qu'on allait évoquer peut-être une ou deux slides plus tard. D'accord. Tant qu'on y est automatiquement. Vous connaissez bien. Je pense que la réponse est multiple. D'une part, on avait eu énormément de stocks, et notamment sur les vins australiens, parce que les vins australiens, il y en a encore qui sont consommés aujourd'hui, même si les importations ont été stoppées, ou on va dire quasiment stoppées depuis janvier 2021. Donc, il y avait beaucoup de vins australiens, mais pas que. La Chine est toujours un marché de surstock. C'est-à-dire qu'il y a toujours des modes, comme on vend en grande distribution, une enseigne de grande distribution et parfois sur des phases d'embellie, ce qui est le cas d'aujourd'hui. La Chine, est-ce qu'elle ne va pas se surstocker cette année? Le niveau des stocks a globalement baissé de ma propre observation. Donc, mais ça dépend aussi du niveau de produit. C'est-à-dire que des produits entrée de gamme qui ont été importés il y a 2 ans, 3 ans, et qui sont peut-être plus consommables aujourd'hui parce que ça a été conservé dans des sites de stockage, dans des warehouses où il fait justement 25-30 degrés. On va bien sûr nous appeler pour dire « Ah, justement, j'ai décidément dans 8000 bouteilles qui me restent. » Donc oui, il y a un niveau de stock. Un niveau de stock consommable. Je suis relativement confiant sur le niveau de stock globalement de ce que je peux voir justement et entendre de l'écho de mes clients. Justement, je pense que les stocks sont en train de se reconstituer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Ma lecture est la suivante, c'est que dans une année difficile, où les opérateurs avaient des structures de coûts fixes importants, ils se sont justement protégés en important moins. Donc l'année dernière a été une année difficile pour les exportateurs parce que justement les importateurs limitaient leurs coûts et donc n'étaient pas justement à importer justement massivement des quantités. Donc, ils ont vécu notamment sur leur stock. Ça arrive même qu'il y ait des importateurs qui achètent des stocks à d'autres importateurs pour répondre à des besoins, pour récupérer du cash flow, alors qu'ils auraient pu renouveler leur stock. Mais soit ils manquaient de cash, soit ils manquaient d'optimisme, et c'était souvent les deux. Donc, aujourd'hui, je vois que la situation de stock s'assainit. Par contre,
est-ce que si on refait justement une présentation en fin d'année ou justement début d'année prochaine, on ne dira pas, bon, bah, finalement, l'année 2023 a été une année plutôt dynamique en termes d'exportation et les importateurs vont peut-être encore se stocker de stock. En général, une rupture engendre un surstock. Merci, Alex. Avec plaisir. Merci. Et peut-être un dernier point sur la nouvelle consommation, des jeunes qui découvrent le produit, ça c'est peut-être intéressant, ça donne des perspectives pour la Je suite. pense que ce sera plus c'est plus important en Corée, même si en Chine, justement, voilà, il y a une vague, je voulais en parler un petit peu plus tard quand on évoque les vins naturels, il y a pas mal de jeunes, hein, donc il y a ce qu'on appelle les Jolinro, ceux qui sont nés justement dans les années 90, Ils sont jeunes aujourd'hui, les 90. ouais. Donc du coup, eux justement, même il y a les Linro, hein, ceux qui sont nés en 2000, Oula, qui oula, peuvent oula, justement oula. aller justement dans des restaurants, dans des bars à vin. À Shanghai, il suffit, hein, quand on se balade, hein, je suis au centre-ville, bon, il y a des restaurants. Alors les gens ne comprennent pas forcément ce qu'ils vont consommer, mais c'est tendance. On va manger La semaine prochaine, justement alors. Ok. des concepts un Attends, peu la semaine hipster prochaine, du avec des coup, vins ouais, pour naturels. le 9, alors, il faut qu'on mette le vin en bouteille. Ah, Ah oui, on est commenté. d'accord, l'échantillon, oui, on s'en fout. Vous pouvez C'est couper la le technique qu'il faut mettre micro. en bouteille, ouais, au moins pour le 9. Les mises en bouteille. Ah, il y a quelqu'un Bah, qui du coup, je n'a le prévois peut-être mardi, pas mercredi. Mardi ou coupé mercredi son prochain. micro. Oui, on peut couper en fait son micro. Hein. Justement, Et c'est toi, Fabrice, qui dois faire. Je cherche qui est Le chef concerné. d'orchestre. Lundi 12, Ouais. c'est bien. Lundi 12. Voilà. Je vais couper Ouais, tout le super. monde. Juste le micro. Voilà. Oh, très Il y a bien. quelqu'un qui lève la main. Quelqu'un lève la main. Frédéric, je pense. Avec de Saint-Gall. Peut-être qu'on devrait peut-être prendre les questions plutôt en fin de présentation. Sinon, posez-les sur le chat. Sur le Ouais, chat, posez- oui. sur Et le comme chat, ça, vous Jade, pouvez les poser. tu peux en parler en fin de présentation parce qu'il y a peut-être des points qu'on va évoquer au fur et à mesure et qui répondront toutes ou partiellement aux questions posées. Et on va avancer puisque déjà on a Ouais, voilà, pas mal de temps. Donc on va faire vite. Donc certaines choses ont déjà été dites, mais on va faire. Voilà, il y a certaines parties. Donc vraiment pour aller rapidement sur la partie Chine, donc Mainland China et Hong Kong. Donc globalement, il y a vraiment un milieu de gamme qui devient justement de plus en plus important. Le premier trimestre a été dynamique. Alors l'année dernière aussi, on pouvait parler d'un premier trimestre dynamique, mais ensuite justement, on a eu vraiment la vague de Covid avec la quarantaine. Donc maintenant, ça ne se passera plus. Alors pourquoi justement le premier trimestre a été dynamique? Là, il faut vraiment comprendre. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que suite à une année en péril l'année dernière, le gouvernement a vraiment relâché dans l'ensemble des villes en début décembre 2022 sa politique de contrôle. Donc les contrôles quotidiens où tous les 24 heures, justement, menant la population à faire des tests, aller dans des restaurants avec des séparations de tables, à ne plus aller dans les restaurants ou dans les wine bars à partir justement de 20 heures. Enfin, il y a encore des exemples sans pléthore. On pourrait même faire une présentation par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a une vague aussi de départ d'étrangers qui sont partis de Chine parce que la situation était relativement difficilement tenable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'enthousiasme et le retour justement à la normale a enclenché des commandes importantes sur les 3 premiers mois. Alors peut-être que avril, mai a été un petit peu plus calme, ce qui est normal parce qu'en général, la période devient un peu plus tranquille et on va, je pense, avoir une reprise importante justement en septembre-octobre qui est vraiment le pic de l'année. Donc, ce qu'on peut apercevoir aussi, ça c'est vraiment important et c'est plus agréable quand on travaille avec les importateurs. Il y a quand même une professionnalisation en Chine des importateurs qui limitent leurs demandes farfelues. Parce qu'avant, il était quand même monnaie courante d'avoir, tiens, je veux un entre-deux-mer embouteillé en bouteille bourguignonne pour 3 palettes de bouteilles sérigraphiées et j'aimerais bien marquer Romano Conti dessus. Bon, voilà, il faut peut-être un petit peu se calmer. C'était des demandes fréquentes qu'on rencontre. Elles n'ont pas disparu, hein, mais qu'on rencontre quand même beaucoup moins. Voilà.
Donc, en termes de tendance, il y a le bio qui progresse aussi un petit peu. Pas mal d'opérateurs qui étaient vraiment traditionnels et qui me demandent, ah tiens, est-ce que tu as du vin bio? Est-ce que justement tu as des certifications? Est-ce que ta winery est certifiée HVE, environnementale, etc. Donc, voilà ce qui se passe. Et alors, Hong Kong aussi, on le spécifie. Hong Kong est enfin redevenu normal parce qu'Hong Kong, voilà, il y a une densité de population qui est quand même record, hein. Donc, il y a encore quelques mois, ils portaient le masque. Donc, c'était quand même difficile. Hong Kong a vraiment souffert en termes de gestion Covid. Voilà. Donc, en termes de profil recherché, ça n'est pas du tout exhaustif. Mais ce que l'on peut observer, c'est que, bien sûr, la Bourgogne est très tendance, que ce soit sur vraiment le haut de gamme ou sur tout niveau d'appellation, et aussi le sud, donc Vallée du Rhône, Languedoc, sur des produits entrée plus de gamme, un milieu de gamme. Voilà. Et aussi un petit peu de champagne. La Chine, qui n'était pas du tout un marché de champagne avec seulement des marques fortes, type Moët Chandon, Perrier Jouet, Armand de Brignac aussi dans les nightclubs, était vraiment consommé sur des établissements de nuit. On a vraiment des demandes sur des petits champagnes qui commencent à naître. Voilà. Bien, Corée du Sud. Je pense que j'en ai un peu parlé au début, donc la tendance de la nouvelle génération. Et par contre, moins tendance pour les vins naturels aujourd'hui. Et alors qu'il y a 2, 3 ans, ouais, c'était vraiment extrême. Mais aujourd'hui, bon, voilà, ouais, je dirais, c'était une mode un peu instantanée. Par contre, ça va venir. Mais comme c'était augmenté trop rapidement, que peut-être ça baisse un peu l'année dernière, cette année. Et après, bon, pour les vins naturels, je parle, et que ça va venir plus tôt. En plus, les vins naturels sont un peu chers. Donc, en plus, il faut utiliser toujours les camions, comment dire, frigo, c'est ça? Bon, camions gelés ou je ne Frigorifique. sais pas comment. Comment? Frigorifique, ouais. Ah Qui oui, ok, puisse, oui, bon, ok, c'est ça. ou Oui, c'est bien ça. reefer aussi, Donc, hein, ouais, pour limiter les en plus, impacts. oui, exactement. Finalement, la Chine et la Corée, on suit toujours, on calcule en fait les taxes à base de valeur, que ça devient, y compris en fait les frais de transport aussi. Donc, ça devient finalement trop cher pour le prix final. Enfin, donc ça. Et après, comme j'ai dit, voilà, moins d'importance des AOC, honnêtement. Donc, bien sûr qu'en fait, il y a toujours la demande de vin bourguignon et vin de champagne parce qu'il il manque de stock. Par contre, une augmentation de prix, donc en fait, il vraiment recherche un peu prudent pour vraiment trouver de belles qualités par rapport au prix. Pour les autres régions, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, malgré qu'ils cherchent vraiment des vins de toute la région française. Donc là, Alsace, un peu moins parce que c'est vraiment que pas que la plupart des vins blancs, mais quand même, il y en a qui en cherchent. Ouais, par contre, j'ai découvert que quand même, ils voient un peu les vins de Loire, Valais de Loire, parce qu'avant le passé, ce n'était pas le cas. Mais là, aujourd'hui, si je bois un coup avec des importateurs, et déjà, en fait, il peut dire, en fait, quelle petite région qu'ils ont dans la vallée de Loire, comme Nantes, Touraine, Anjou, par exemple. Et aussi Côte-du-Rhône et sud de la France. Parce que sud de la France, mais maintenant, comment? Pardon. Non, personne ne m'a arrêté, donc je continue. Donc là, avant, bon, pour les importateurs, c'était toujours OK. Vin Languedoc, c'est vin massif, sont vin moins cher, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ils respectent vraiment la qualité. Donc, ouais, ça peut être aussi quelques AOP comme Fougère, où il y a Minerva ou des autres AOP. Par contre, voilà, c'est vraiment de la qualité qu'ils voient. Et aussi, c'est pareil, aussi sud Côte-du-Rhône, hein. Et aussi, je pense qu'il y a aussi un potentiel peut-être de sud-ouest parce que ce n'est pas encore très bien découvert en Corée. Donc, une fois qu'ils découvrent en fait aussi de petites régions en sud-ouest, moi, je pense que ça peut être intéressant. Et aussi Bordeaux aussi. Par contre, ça, on ne parle pas seulement à OP Bordeaux.
Donc, ça peut être aussi parce qu'il y a déjà 60 ans, une 61 appellations à Bordeaux, non? 60 quelques. Et qu'il y a aussi Côte de Blaye ou il y a Côte de Bordeaux et qui est mention. Il y a aussi Fronsac. Donc là, c'est vraiment devenu plus divers, je dirais, et aussi varié. Je vais rebondir parce que c'est vrai que Mignon, en présentant justement le marché en Corée, ça me rappelle deux choses qui sont vraiment similaires. Mignon parlait donc des appellations, notamment Minervois, donc des appellations un petit peu premium du Languedoc. C'est vrai que c'est ce qui est demandé. Donc il y a pas mal de corbières, de Minervois, qualité boisée, qui sont récemment demandées justement sur la Chine. Ils ne sont plus qu'à la recherche de l'IGP Doc le moins cher, comme ça pouvait être à l'époque, ou de l'AOP Languedoc standard. On est vraiment sur quelque chose on va dire, ça monte un petit peu plus en gamme, ça essaie de trouver des appellations différenciantes, voilà, Minervois Saint-Chinian aussi. Voilà. Et en termes de commentaires de Mignon par rapport à la Corée du Sud sur les vins naturels, la Chine aussi, je ressens que en échangeant avec certainement le premier bar à vin restaurant spécialisé en vin naturel de Shanghai, le business reste toujours bon, mais le prix moyen a tendance un petit peu à baisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vins naturels, pour la Chine, je pense qu'ils correspondent plutôt à des vins notamment donc en VDF, hein, donc des vins sans IG, pas forcément trop de gamme et qui seraient dans des prix export à peu près entre 4 et 6 euros. Voilà, je pense, voilà, 4 et 7 euros. Très bien. Donc, en Pour un termes vin de naturel, tu parles? vin naturel, ouais. Ouais. Voilà, des Ouais, c'est petits dur. vins naturels. Il y en a même qui essaient d'avoir des vins naturels, tout simplement, on va dire, sur des vins qui sont pseudo-naturels, en étant justement peu filtrés, peu sulfités. Donc, les puristes ne seront pas forcément d'accord avec moi et je les comprendrai bien. Donc, en Ça termes se de... trouve pas à ce On va prix aller vite. ouais, C'est assez limité, c'est vrai. Donc, voilà, le marché, on a parlé justement d'un retour. La France a bien sûr énormément de potentiel parce que la France, grâce à la disparition ou la quasi-disparition des vins australiens, a repris sa place de numéro 1, sa place de leader. Donc, aujourd'hui, la France est nettement devant justement le deuxième pays, donc le Chili, notamment en termes de valeur. La part de marché des vins français représente près de la moitié du global du pays. La notion de stock dont on voulait parler, les stocks de vins australiens qui étaient massifs justement en Chine, depuis 2 ans et demi qui ne sont plus importés, ont tendance justement à être écoulés. Donc on arrive à trouver un petit peu des Penfolds, et d'ailleurs même Penfolds, pour pouvoir trouver des relais de croissance, étaler, faire de l'outsourcing, notamment en Amérique du Sud, pour pouvoir justement vendre sa marque, mais en mettant des jus qui n'étaient pas issus justement de son pays originel. Donc l'opportunité est toujours là, bien sûr, pour les vins français, pour les autres pays aussi, mais bien sûr les vins français en particulier, parce que justement, ils sont leaders, affichage précédent. On passe sur la Corée. Bon, ce sont des choses qu'on a dites. Hein, là, c'est plus des statistiques. Mignon, tu veux commenter brièvement cette embellie qu'il y a eu sur les vins français? Non, je pense que j'ai vraiment quasiment... Ah, pour les vins français, oui, mais je pense que j'ai quasiment dit aussi toutes les parties. Déjà une belle augmentation. Par contre, une augmentation de valeur, peut-être, ça peut aussi dire que les prix d'origine, les prix export sont augmentés aussi en même temps, surtout en Champagne ou aussi en Bourgogne. Donc, ça a impacté un peu, mais en général, une augmentation de vin importation de vin et la vérité. Voilà. Très bien. Quelques conseils pour réussir? Alors, en termes de... Voilà, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont quelques clés justement pour pouvoir se débrouiller sur ces marchés. Donc, bien sûr, voilà, n'essayez pas que de pousser des produits parce que malheureusement, dans la filière, on aime nos produits, on pense que voilà, on a des produits de qualité, etc. Malheureusement, c'est un vocabulaire qui est généralement
redondant et les acheteurs entendent ça justement tous les jours et ce n'est pas forcément différenciant. Donc, essayez de chercher justement des besoins, ce que votre interlocuteur peut rechercher en termes de positionnement et ce qui puisse matcher justement avec votre offre. Et ensuite, une fois que vous trouvez un potentiel, mettez vraiment le paquet dessus pour justement pour pouvoir au moins l'intéresser et lui vendre dans un même temps une offre que vous souhaiterez développer. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à donner des idées, des suggestions à vos interlocuteurs qui parfois se disent, bon, bah voilà, je parle à un producteur de telle région, oui, il va me proposer ça. Bah oui, mais peut-être que vous allez avoir du bio, vous allez avoir vous allez être certifié, vous êtes dans une démarche environnementale. Ah, vous allez lui dire ce genre de choses. Il va dire, ah, ça tombe bien, j'ai un client en B2B qui m'a fait ce genre de demande. Je suis relativement pauvre sur ma gamme. Peut-être que je peux trouver un type de produit qui peut répondre. Voilà. Donc, moi, souvent, je parle de stratégie en B2B2C. Ne pensez pas qu'à vendre à votre interlocuteur, mais essayez de penser comment votre interlocuteur va revendre justement à son client, que ce soit un client professionnel ou que ce soit justement un consommateur. Donc, vraiment, essayez de penser au client de votre client et ça va vous aider justement à être percutant auprès de votre interlocuteur principal. Aussi, bon, c'est vrai que on peut parfois en rire. Il ne faut pas se fier aux apparences et que ce soit dans le comportement verbal et non verbal. Lorsque vous avez, par exemple, une réunion près de s'achever en disant « Ah oui, ah, très bien, tout va bien bon, la relation va bien. Est-ce que c'est pour ça que vous allez obtenir une commande ou à contrario, un opérateur qui va finir de manière un petit peu sage et pas forcément extraverti, peut-être qu'il sera finalement intéressé par votre produit, mais c'est sa manière de communiquer et il a besoin de réfléchir tranquillement suite à votre meeting. Donc, c'est difficile d'évaluer en disant, tiens, mon rendez-vous, c'est bien ou mal passé. Il y a même pour un certain nombre d'exemples, pour la Chine en particulier, ça peut arriver parfois que votre interlocuteur dise non, je n'ai pas besoin de ce produit et il vous propose des ailleurs. En fait, c'est parfois pour essayer de vous induire de manière à ce que vous dites ah non, mais ce produit, je peux te donner de meilleures conditions s'il ne t'intéresse pas. Voilà. Parfois, un non est un oui et parfois un oui est un non. Et parfois un oui est un oui. Donc, c'est relativement difficile de filtrer parmi cette complexité. Donc, en termes de manière de travailler, je pense qu'il faut être résilient, notamment pour la Chine. Un petit peu l'Asie du Sud-Est aussi, notamment le Vietnam, c'est un petit peu folklore. Donc, les gens sortent désorganisés, vous sortent des demandes un petit peu extraverties, vous présentez justement votre région. On va vous dire, oui, mais tu n'as pas des produits d'autres régions. Mais non, mais attends, je suis un producteur de cette région. Pourquoi tu me demandes une autre région? C'est complètement impossible. Sauf que finalement, bah voilà, il va vous partager les idées du moment qui lui passent par la tête. Donc, en général, c'est un petit peu frustrant, mais on peut tirer avantage de ces contraintes. C'est-à-dire que lorsque les gens ne sont pas organisés, s'ils sont désorganisés aujourd'hui, ça peut revenir à votre avantage demain. Donc, il faut vraiment penser au fait que les opportunités existent tout le temps. Donc, la Chine aussi, c'est un grand territoire, il y a des sous-cultures. On ne peut pas dire les Chinois sont comme ça, mais il y a des tendances justement dans le sud de la Chine, dans le Fujian, la région du Guangdong, Canton. Les gens vont parler tranquillement, vont boire du thé, vont essayer de vous amener une idée, alors que dans le nord de la Chine, généralement, les gens vont vouloir régler les affaires autour d'un bon dîner, de faire des culs secs, des gambés, et en général, la relation sera un petit peu plus tranchée. Les gens sont quand même plus directs dans le nord de la Chine. Voilà. Dernière suggestion aussi, c'est d'installer sur vos téléphones les applications parce que les opérateurs, surtout en Chine, en Corée, ça va quand même mieux, utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer, même pour travailler, pour envoyer des contrats, pour envoyer des photos, pour solliciter une demande quand il fait jour encore en France et qu'ils sont dans leur salon le soir, etc. Très bien. Rapidement, parce qu'on déborde sur le temps pour laisser la place aux questions. Comment prospecter ces marchés? Donc, un point sur les salons déjà, rapidement. Mignon, peut-être que tu peux parler un petit peu?
Oui, ok, je veux bien. Prospect, quand même, je dirais assez positif. Allô? Ok, très bien. Ouais, je dirais assez positif, surtout en Asie générale, hein. Ça peut être aussi mieux que des autres continentaux. Ben, je peux pas être 100% sûr. Par contre, déjà, je vois la tendance et aussi la population assez intéressante en Asie en général, hein. Donc, déjà, Chine, oui, comme Alex dit, voilà, ça se rétablit à partir de fin de l'année ou l'année prochaine. Ça va devenir aussi un marché très intéressant à nouveau. Mais aussi Corée, voilà, une augmentation très rapide ces dernières années. Donc, il faut aussi bien faire le suivi un peu. Mais aussi les autres pays où je vois aussi un gros potentiel, c'est aussi Taïwan et aussi Japon. Japon, c'était déjà un marché très mature et ouais, ça a été un peu tranquille pendant Covid, mais comme ça se rétablit aussi. Là aussi, il y a aussi les petits pays comme Singapour, Indonésie, Thaïlande, mais ça reste toujours un petit pays en termes de la taille. Donc Hmm. là, déjà, Est-ce je que, dirais déjà très... oh, comment? Vas-y. est-ce que une présence locale est nécessaire pour faire des affaires? Ah oui, pour ça, en fait, j'allais dire déjà 2 points. C'est que la première chose, c'est que j'ai bien aimé cette phrase qu'Alex a dit qu'en fait, il faut penser les clients de votre client. Donc, c'est effectivement, si vous imaginez que vous vendez en fait vos vins à leurs clients, donc ça, je pense que vous pouvez avoir un peu une meilleure idée. Et deuxièmement, la communication. C'est où en fait il y a vraiment la plupart des vignerons ont la difficulté. Donc, premièrement, le langage. C'est pour ça que à l'époque en Australie, ils ont embauché beaucoup de Chinois pour bien en fait faire pour bien promouvoir localement aussi pour aussi avoir une bonne conversation assez correcte. Donc la communication, ça changera vraiment beaucoup. Donc selon je dirais, dépendant déjà une conversation, ça peut aussi augmenter votre commande, le montant et aussi, ça peut être aussi un HR à cause de la communication. Donc, quelqu'un sur présente, c'est très important aussi, mais je ne peux pas dire que c'est obligatoire. Par contre, si vous arrivez à gérer en termes de communication la langue et aussi si vous construisez la relation avec les importateurs, les acheteurs directement, correctement, si vous faites des déplacements ou faire un appel ou communication WeChat ou n'importe quelle façon, si vraiment vous arrivez à construire une relation, c'est bon. Mais pour arriver à ce niveau-là, une présence sur place, c'est une sorte de façon assez efficace, mais c'est aussi des autres pays, des autres façons aussi. Est-ce que sur la zone, le fait de passer des coups de fil ou faire des emailing sont efficaces? Je ne peux pas dire si c'est efficace ou pas, mais je dirais que c'est presque la seule façon pour avoir une conversation correcte, surtout en Chine, hein, surtout WeChat ou appel ou email. Ouais, ça marche moins en Chine, mais ça marche aussi pour les autres pays. Par contre, sachez que la plupart des importateurs, ils reçoivent déjà de 100 ou 200 emails par jour. Donc, même leurs clients actuels, ils n'arrivent pas à répondre correctement, sauf vraiment les gros clients. Donc, ouais, il faut que vous vous rendiez compte que c'est parti pour comprendre. Donc, si vous envoyez un email, 2 emails, il n'y a pas de réponse pendant 2 semaines, ah là, c'est quoi cette situation? Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut que vous essayiez déjà appel ou WhatsApp ou Réseaux WeChat ou sociaux. communiquer. Voilà. Mais je ne dis Ok. pas d'essayer de pousser, mais quand même, mais c'est au moins, vous pouvez essayer de communiquer correctement. Mais ce qu'on peut dire, c'est globalement quand même le plus efficace, ce sont de participer à des salons d'une manière générale. Oui, oui, bien sûr. Oui, salon physique, salon digital, de toute façon, rencontre déjà, parler directement, c'est toujours mieux. Un complément d'information pour la Chine, en tout cas, n'hésitez pas à embêter les gens. Ils ne vont pas se frustrer parce que vous lui envoyez 3 messages de s'il ne vous a pas répondu. Il y a un niveau de tolérance qui est quand même assez important. Parfois, je me dis, oh là, je vais quand même pas le relancer et tout. N'hésitez pas. Ça veut dire que vous lui montrez de l'importance à votre interlocuteur. Donc, n'hésitez pas à le relancer, à le pousser, à lui envoyer une offre, 2 offres, 3 offres, éventuellement plus. Par contre, pas par email, parce qu'à part pour les grandes sociétés organisées,
je dirais que 95% plus des échanges se font justement via téléphone, via justement les réseaux sociaux. Sur WeChat. Voilà, WeChat pour la Chine, bien sûr, tout à fait. Très bien. Je vais peut-être parler brièvement de cela, c'est les budgets à considérer pour prospecter. En gros, vous voyez, hein, pour ceux qui connaissent la zone, il n'y a pas de souci, mais ceux qui découvrent, ce sont des budgets, dans le sens où déjà le billet d'avion, bien sûr, mais aussi le prix des salons et la vie sur place. Il faut considérer les budgets à peu près de 6 à 10 000 euros. Donc, c'est peut-être la façon la plus facile de rencontrer des gens, mais et de potentiels partenaires. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la notion de coût qui est importante. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui souhaitent en tout cas se développer sur cette zone, nous avons développé un service à ce sujet, avec un salon en ligne qui permet de rencontrer des importateurs de chez soi. Donc, on vous en parlera si vous le souhaitez à l'occasion, si vous avez un besoin de recherche de potentiels partenaires. Voilà. Je vais laisser la parole. Alors, il y a des questions, voilà. Je vais déjà cesser le partage. Voilà. On a. Il y en a deux, hein, de la même personne. Et là, j'ai presque plus de batterie. En fait, je n'ai pas pu ramener mon ordinateur comme j'étais dehors toute la journée. Je vais répondre à la question de vigneron champenois. C'est que, en fait, la question, c'était que la Corée, c'est seulement Séoul. Ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, il y a Busan, il y a aussi Daegu, qui reste toujours loin de Séoul. Par contre, quand même, il y a aussi 12e ville, 3e ville qui ont ces potentiels. Par contre, la plupart des importateurs qui sont basés en Île-de-France, Île de Paris. D'accord. Donc, on va dire la grande majorité, c'est Séoul, mais il y en a donc aussi sur les deux. Oui, par exemple, à Busan, il y a 5 importateurs à ma connaissance, par exemple. D'accord. Mais Séoul, c'est 500. C'est Séoul. Voilà. Question également, avant de revenir sur la Chine, s'implanter en Asie, hors Japon, pour une marque de champagne, quel salon faut-il privilégier? Tu peux répéter, s'il te plaît? En Asie, hors Japon, pour une marque de champagne, quels sont les salons qu'il faut privilégier? Salon ou les pays? Salon. C'est la question. Je dirais Pro Wine Vinexpo. Salon. À Hong Kong. Salon, c'est dur parce que je pense que vous pouvez demander aux producteurs, aux exposants de Vinexpo cette année. Donc, j'ai les commentaires, mais j'ai eu des commentaires par la plupart des exposants, mais je ne peux pas dire maintenant. Hein. Donc, là, par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est cher déjà. Donc, il faut que vous pensiez un peu plutôt revenu, un peu le résultat par rapport à l'investissement. C'est ça que je voudrais vous dire. Mais quand même, il y a des bons salons. Mais pour une marque de champagne, on va dire les salons. Oui, mais c'est pour ça que j'ai demandé si c'était la question du pays au salon. Donc, pour champagne, oui, il n'y a pas forcément des salons spécifiquement pour les vins effervescents en Champagne. Ouais, par contre, déjà, il faut que vous pensiez plutôt au marché. Donc, il y a la Corée, il y a Taïwan, il y a… oui, à mon avis, ce sont deux pays, en fait, qui demandent de champagne assez fort. Et aussi des petits pays, mais des petits pays, comme j'ai dit, ça reste un petit marché. Singapour aussi, parce que vous voyez déjà Singapour et Taïwan, leur système de taxes, c'est à base de volume, non de valeur. Donc, même si un champagne coûte un peu cher, les taxes ne sont pas autant chères que la Corée ou la Chine. La Corée, c'est juste simplement, il y a une grosse demande de champagne. Voilà. On a une question, alors pour finir sur la Chine aussi et le champagne. C'était la même question que pour la Corée. Quelle ville et région, par quelle ville et région doit-on commencer? Même type de réponse, vu que le marché est encore moins mature en Chine qu'en Corée. Je dirais vraiment le top 5, voire le top 3 des villes.
Donc, bien sûr, Shanghai, idéalement Shanghai, ou bien peut-être d'autres villes aussi comme Shenzhen, Chengdu aussi. Chengdu qui commence à s'intéresser un petit peu pour le champagne. Bon, certainement qu'un importateur de Chengdu aura un peu moins de potentiel qu'un importateur un peu plus établi que sur Shanghai ou Shenzhen. Pékin aussi peut-être. Pékin, attention. Voilà, attention, Pékin, c'est quand même la ville gouvernementale. Il y a pas mal d'éléments imprévisibles en Chine et à Pékin en particulier. Il y a aussi Guangzhou, non? Il y a Guangzhou aussi. Il y a Guangzhou aussi, mais pour du champagne, je pense que Ah oui, champagne, sur le oui, c'est vrai positionnement que. de Shenzhen, c'est un petit peu plus. Oui, Je Shenzhen, mettrais c'est bien. Shenzhen en priorité avant Guangzhou. Mais il vaut mieux un meilleur opérateur plus adapté à Guangzhou qu'un opérateur inférieur justement sur Shenzhen. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment pour donner un top 3 des villes à prospecter. Et ça, c'est intéressant, c'est d'imaginer la Chine non pas comme un seul pays, mais comme plusieurs en fait marchés. Ouais, ça fait la taille de l'Europe, donc on a vraiment il y a des sous-cultures, même si une culture dominante, il y a une manière de travailler différente, la distribution aussi, quelle est la part du rôle du gouvernement central ou local aussi dans l'influence des rapports. C'est difficile de répondre de manière assez simplifiée. Il faut vraiment aller au cas par cas et de voir quel type où est-ce que vous voulez y être distribué et aussi, et on va pour faire le lien avec la dernière question, sur comment établir une marque du Roussillon ou même en Champagne, même si le positionnement est certainement différent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez trouver un bel opérateur de long terme en lui cédant une exclusivité? Ou est-ce que justement vous voulez obtenir une opportunité tout en continuant à prospecter sur la même zone? Quels seraient selon toi les éléments de différenciation sur lesquels appuyer quand on est un du Roussillon? Alors, vigneron du Roussillon, donc domaine de Vénus, donc domaine particulier. Les éléments de différenciation, essayez de voir comment vous vous positionnez en termes de pricing par rapport à d'autres opérateurs de la zone, notamment d'autres domaines particuliers. Bon, si on regarde les vins embouteillés de NSCR, c'est pas forcément le plus adapté parce que c'est pas le même marché. Je dirais, qu'est-ce que vous avez à proposer? Voilà. Est-ce que vous avez justement des labels? Est-ce que vous avez justement des médailles? Est-ce que vous pensez que votre produit peut être soit meilleur que la moyenne ou justement plus correspondre à la Chine? Si par exemple vous dites, ah oui, oui, j'ai des vins du Roussillon, mais alors on travaille avec des qualités plus boisées, etc. Ça sera plus facile à vendre que finalement si vous faites des vins Roussillon un peu plus faciles à boire parce qu'ils vont dire, ah oui, mais justement, les grands vins du Roussillon, normalement, c'est des vins qui sont solaires, avec justement, qui sont très capiteux, avec une couleur forcée. C'est beaucoup plus facile de vendre un vin un peu maquillé avec du bois que d'expliquer un vin de plus grande qualité qui ne l'est pas, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui. Ça dépend bien sûr des marchés, ça dépend du circuit de distribution. Si vous voulez justement aller sur une niche sans forcément développer de grands volumes, vous pourrez aussi trouver des importateurs, toujours plutôt Shanghai, Shenzhen aussi, pour pouvoir justement distribuer sur des circuits un peu plus qualitatifs et automatiquement faire davantage de valorisation en remettant vos prix un peu plus haut. Est-ce qu'il y a une résonance du Roussillon sur la zone? Est-ce que par rapport au Languedoc? Et pour ceux qui connaissent, globalement, pas suffisamment, même au sein des professionnels globalement. C'est pour ça que ce que je peux suggérer, c'est de parler, ils connaissent ils disent Fago-Nampu, le sud de la France. Donc pour eux, Fago-Nampu, c'est plutôt Languedoc, donc Languedoc-Roussillon. Je pense qu'il faut dire que le Roussillon fait partie de cette région Languedoc-Roussillon, mais est d'une taille beaucoup plus petite. Je ne sais plus si le Roussillon produit, je ne sais plus si c'est 15% de la production, 20% de la production du bassin total. Donc c'est toujours bien de pouvoir dire on est dans l'extension de ce grand bassin, mais sur une partie plus qualitative, sur des appellations un peu plus minoritaires. Et en termes de profil, de gustatif, les vins du Roussillon ont tendance plutôt à correspondre à ce que le marché chinois recherche. Donc ça, c'est quand même un plus. Pareil pour les autres, pareil pour les autres pays en Asie. Ils n'arrivent pas trop à diviser par Languedoc et Roussillon. Parce que déjà, géographiquement, c'est Languedoc-Roussillon. Donc, en fait, voilà, c'est déjà parce que pour les Asiatiques, juste la prononciation, c'est un peu dur à prononcer. C'est déjà Languedoc-Roussillon, même en chinois, en coréen. Donc là, pour justement, dans leur tête, voilà, ils mémorisent en tant que juste Languedoc-Roussillon en tant qu'un mot.
Après, ce qu'il faut voir, c'est que parfois, quand on est dans un bassin qui n'est pas connu sur la zone qu'on vise, essayer de se rattacher à un grand bassin tout en bien sûr vantant sa différenciation aussi. C'est comme la Corse. La Corse, personne ne connaît la Corse. Je parlais, Mignon, il connaît, le représentant du plus grand domaine privé de Corse. Il me disait, personne ne connaît la Corse. Qu'est-ce qu'il fait? Il profite de la vague tendance des rosées. Il parle justement du bassin Provence et il parle d'un morceau d'île détaché du bassin Provence que, par contre, presque tout le monde connaît. Il faut essayer de s'arranger comme ça. Juste, oui, puisqu'on parle de la Corse, juste pour votre information, j'ai fait un dîner avec 7 importateurs coréens à Singapour, Vinespo, il y a une semaine à peu près. Et c'est moi, en fait, qui a choisi tous les vins. On a vu 5-6 vins. Et 12e vin ou 3e vin que j'ai choisi, c'était un vin de Corse. Donc, j'ai dit, voilà, donc c'est une dégustation à l'aveugle. Donc, si vous venez ce vin correctement, ce dîner est à moi. Donc, mais personne n'a deviné. Et après, j'ai découvert qu'en fait, aucun de ces personnes a déjà essayé un vin de Corse, du tout. Alors que ce sont les importateurs qui existent déjà depuis 10 ans. Oui, voilà. Il y a mes connaissances. Ouais. Moi, j'aurais 2 questions. Une première, ça concerne les couleurs. Donc, on sait que l'Asie est très portée sur les rouges. Qu'en est-il des rosés et des blancs? Voilà. Rosé, c'est toujours difficile, je dirais. Oui, parce qu'en fait, la Chine, comme Alex sait, vin rouge majoritairement. Donc, même c'est dur pour le vin blanc. Ouais, par contre, vin rosé, c'est dur, sauf peut-être effervescent rosé, parfois ça marche. Mais en général, rosé sec, c'est assez dur. Rosé doux, ça peut marcher s'il y a de la chance. Par contre, ça dépend aussi. Par contre, boule blanc, je pense que le pourcentage augmente et que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vin de Vallée de Loire, donc il y a aussi des gens qui sont intéressés aussi de Sancerre et aussi même Chenin Blanc, la Loire. Donc là, voilà, bon, je pense que ça augmente aussi vraiment le pourcentage de vin blanc en Asie, en Corée déjà et aussi ailleurs. Sauf la Chine, j'imagine, n'est-ce pas, Alex? Alors justement, c'est vrai que je n'ai pas pensé à l'évoquer, parce qu'on peut évoquer quand même pas mal de choses, mais la question vaut le coup d'en discuter. J'ai pas mal de clients qui importaient ou qui m'importaient exclusivement des vins rouges, qui commencent à me demander et à importer justement des vins blancs, même un petit peu de rosé. J'ai même exporté du rosé chilien. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une petite tendance. Alors, ils n'ont pas encore recommandé, il faut qu'ils commercialisent. Donc, il y a quand même une petite tendance naissante. Comment ça va évoluer? Ça va être difficile de faire de la prospective. Mais il y a une demande latente, enfin un petit peu, qui était latente, qui était active, ou sur des petites quantités, quelques palettes par-ci, par-là, sur des vins blancs et rosés, entrée de gamme, pour la Chine. Voilà. Après, pour de la restauration, pour de la distribution sur des vins des vins naturels, etc., la place au vin blanc est présente parce que ça va être distribué sur des établissements qui, eux, sont très internationalisés. Mais pour le gros du marché, il y a une petite tendance naissante qui n'existait pas même il y a 2 ans. Voilà. Donc, on me demande, voilà, même des vins effervescents, alors qu'avant, je n'avais pas de demande sur ce type de produit. Donc, le marché est en train d'évoluer tranquillement sur ce genre de profil. Après, attention pour les rosés, je suis de Provence. Je me souviens à l'époque, quand je commercialisais des vins rosés d'anciens millésimes à la restauration locale de la Côte d'Azur, je me faisais quand même relativement bien recevoir. En Chine, le temps qu'il y ait une expédition, que le produit arrive, moi, ça m'arrive de dire « Ah, tiens, vous êtes distribué ?» Ah oui, sauf que là, on arrive dans l'été 2023 et il y a un millésime 2020. Bon, le problème, c'est la rotation. Donc, parfois, les gens vont être un petit peu déçus du profil parce que ça va se taper quand même 10 000 km. Ça, c'est à vol d'oiseau, mais avec par bateau, ça va peut-être prendre un petit peu la lumière. Donc, les rosés sont aussi des vins sensibles, les vins blancs aussi. Donc, faites attention aussi au profil qui risque un petit peu de s'oxyder et de ne pas être dégusté malheureusement au mermot. Voilà. D'accord, merci. Pour ma part, peut-être une dernière... La dernière question, ce n'est pas pour la Corée, j'espère, parce que c'est un pourcentage. Je suis désolé pour ça. Non, mais dernière question aussi. C'est pas pour moi. Oui, en effet, je pense que nous allons te perdre. Ma dernière question,
ça concernait, je vais dire, les spiritueux. On voit qu'il y a eu un rebond sur certains marchés, notamment sur les whisky. Est-ce que vous avez, vous, un regard sur la zone, sur cette catégorie? Ah oui, whisky, c'est même, ça peut être aussi mieux que vin aujourd'hui en Corée déjà. Donc, spiritueux, ouais, j'encourage beaucoup aussi de promouvoir un peu localement parce que c'est un peu la tendance maintenant. D'accord. Bon, pour la Chine, La Chine. brandy, hein, beaucoup de brandy, notamment dans le sud de la Chine, la région du Fujian, notamment un petit peu sur la région du Guangdong, du brandy, whisky. Donc, ce qui est bien, c'est que le brandy qui s'est développé permet justement à d'autres alcools de suivre un petit peu la locomotive. Donc, par brandy, bien sûr, c'est quand même ces cognacs et notamment avec trois marques, notamment avec Hennessy en premier, Martell aussi, qui est très, très, très fort sur la Chine. Donc, oui, je connais d'ailleurs des opérateurs vins qui se lancent à faire des whiskies, mais pareil, aussi quand même plutôt entrée de gamme, parfois avec des marques personnalisées qui rappellent justement leur marque principale. Donc, il y a une déclinaison entre un marque type étiquette privative en vin, en reprenant justement la marque avec un design un petit peu adapté à un spiritueux. Ça existe, et notamment dans le sud de la Chine. Merci. Peut-être une dernière Et question avant que nous fermions et que je m'excuse si Mignon- en fait ouais, je disparais. Ouais, bon, je m'excuse déjà à l'avance. En tout cas, merci, merci à vous deux. Merci de votre présence. Tu as dit N'hésitez qu'il y a une pas. dernière question, pardon. J'ai pas entendu. Bah, C'était un peu je l'ai coupé. posée, mais je crois que personne ne réagit. Donc, on va arrêter là. Merci. Il y avait une Non, question? non, je demandais s'il y avait une question, mais je vois que Ah, d'accord. personne ne réagit, donc j'en déduis D'accord, que très bien, très bien. c'est fini. En tout cas, merci de ta présence, Alex, ainsi que Mignon. Merci pour votre présence. On va vous envoyer le replay si vous souhaitez. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci encore Merci à à tout le tous. monde. Merci Fabrice. Et peut-être à cet été en France. Et je verrai Mignon dans une semaine sur Séoul. Pas prendre mon avion. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.